Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Dans cet épisode, je rencontre Sylvain Macaya, qui a débarqué en France dans la banlieue lyonnaise à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, il est associé d'un des plus grands fonds d'investissement français. Bonjour Sylvain Macaya, merci Bonjour. de nous recevoir dans votre très beau bureau des Champs-Élysées à Paris. Je vous en prie. Je vous propose d'entrer maintenant dans votre ascenseur social. Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui ? Donc Sylvain Macaya, 47 ans, j'habite Paris 10e et j'occupe le poste de directeur associé au sein d'un fonds d'investissement, donc je travaille dans la finance, un fonds d'investissement qui s'appelle Eurazeo. Sylvain, quand vous rentrez dans l'ascenseur, c'est quoi votre rez-de-chaussée, votre point de départ ? Mon point de départ, Dans la c'est Brazzaville, la ville où je suis né. Je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. J'étais complètement perdu parce que c'était mon premier voyage. Et premier voyage à l'étranger, mais aussi premier voyage. Et j'ai découvert un monde qui était totalement différent du mien, enfin de celui que j'avais vécu, de par déjà la couleur des gens. De par la façon de parler des gens, parce que je parlais français mais avec un fort accent, je veux dire accent africain, l'accent africain n'existe pas, mais avec un fort accent. Et puis j'ai découvert aussi une autre mentalité qui m'a semblé beaucoup plus dure et beaucoup plus compétitive. Donc mon point de départ, je le situerai surtout par rapport à ça. Par rapport au fait d'arriver dans un écosystème, un milieu qui m'était plutôt hostile et au sein duquel je n'avais pas d'autre choix que de réussir. J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, au Congo. Ouais. Vous y avez vécu jusqu'à l'âge de 7 ans. Ouais. C'était quoi votre vie au Congo ? Quels sont vos souvenirs ? Alors j'ai bizarrement des souvenirs assez précis, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai des souvenirs assez précis. Alors mon père était recteur d'académie au Congo et ma mère était dans l'enseignement. On était plutôt aisés, on habitait dans un quartier plutôt aisé de Brazzaville. On avait un chauffeur, on avait un chien. Et donc on était plutôt dans ce qu'on peut appeler le upper class de Brazzaville. Et pourquoi il décide de partir ? La raison officielle, c'était que mon père poursuivait à l'époque des études de doctorat à la Sorbonne. Et donc il a décidé de venir en France avec sa famille pour, entre guillemets, finaliser son doctorat et trouver une opportunité professionnelle en France, en lien avec son doctorat en lettres. Donc ça, c'est la raison officielle. Mais je me doute bien qu'il y a dû y avoir, ou il y avait une raison officieuse, mais que je n'ai jamais vraiment su. Et il y avait une raison économique ?
Je pense pas qu'il y avait de raison économique parce qu'encore une fois, on venait d'un milieu plutôt aisé. Mais je pense qu'il y avait une raison, on va dire, stratégico-culturelle. C'est-à-dire que ma mère a toujours prétendu qu'en élevant ses enfants en France, donc à l'époque on était 3, parce que mon autre frère cadet est très vite arrivé, on a 4 ans d'écart, en élevant leurs enfants, leurs 3 garçons en France, ma mère avait en tête qu'on aurait plus de chances de réussir et qu'on aurait des carrières beaucoup plus, on va dire, importantes qu'en restant en Afrique et à Brazzaville. Donc je pense que c'est une raison que j'appelle stratégico-culturelle. C'est pour donner plus de chances à leurs enfants de réussir. Alors du point de vue de ma mère, c'est presque un sacrifice. C'est presque sacrificiel. Où en gros, ils ont sacrifié une condition économique favorable pour justement donner à leurs enfants le plus de chances de réussir. Donc c'est même presque l'inverse de l'économique. Parce que quand on est arrivé en France, mes parents ont changé de classe sociale. C'est-à-dire qu'ils ont eu du mal à trouver un boulot. Malgré le diplôme de mon père, il a eu du mal à trouver un job d'enseignant-chercheur à la fac. Donc il a commencé par faire pendant 5 ou presque 10 ans de la manutention. Donc presque un déclassement social. Et ma mère n'a pas eu d'activité professionnelle pendant l'équivalent de 8 à 10 ans. Donc c'était presque un déclassement social. Ouais. Vous arrivez dans quelle région de France ? Alors on arrive en banlieue lyonnaise, donc dans le sud de Lyon, dans une ville qui s'appelle Villefontaine, qui est une ville nouvelle entre Lyon et l'île d'Abo. Pas loin de Grenoble aussi. Donc c'est à côté de Lyon, mais c'est déjà dans l'Isère. Et donc on arrive là-bas. Pourquoi ? Parce qu'on avait des amis de mes parents congolais, issus de Brazzaville, qui s'étaient installés aussi à Villefontaine. Et donc mes parents ont décidé de les rejoindre et de s'installer là-bas. Et donc vous vivez dans quelles conditions ? On vit au départ dans un HLM, donc dans un immeuble HLM, donc dans un appartement. Et puis après, très vite, quand mes petits frères jumeaux, donc les numéros 4 et 5 sont nés, on a pu emménager dans un pavillon, mais qui était toujours HLM. Bienvenue dans l'ascenseur. Donc en fait, si on revient dans votre voyage en ascenseur, l'arrivée en France, c'est plutôt une régression, c'est plutôt descendre au sous-sol plutôt que monter un étage. C'est exactement ça. Du point de vue de mes parents, c'est ça. De notre point de vue, on s'en rendait pas forcément compte, mais on s'en est vite rendu compte. Mais du point de vue de mes parents, c'était ça. Et je dirais pas que c'était voulu. Alors, l'arrivée en France était évidemment voulu, mais le déclassement social n'était pas forcément voulu, parce qu'ils s'attendaient à avoir les mêmes conditions de vie en France que celles qu'ils avaient connues à Brazzaville. Et donc pour eux, ça a été presque un choc de voir qu'ils étaient moins bien considérés en arrivant en France que s'ils étaient restés à Brazzaville. Il faut savoir que dans l'imaginaire collectif africain, surtout à l'époque de mes parents, le blanc, l'homme blanc, comme on disait, le toubab, était quelqu'un qui est très respecté, enfin surtout à l'époque en Afrique. Et en fait, mes parents, en arrivant en France, pensaient que les Africains étaient aussi bien traités que la manière dont les Blancs étaient traités là-bas. Et donc, le premier choc pour eux, ça a été ça. Ça a été de voir que le respect qu'ils pouvaient accorder aux Blancs en Afrique n'était pas équivalent au respect que les Blancs accordaient aux Africains qui venaient ici. Donc, pour eux, ça a été véritablement un choc, mais un vrai choc. Donc, déjà, premier choc un peu émotionnel. Deuxième choc,
économique. Et puis un troisième choc, on va dire, entre guillemets, civilisationnel, parce que les conditions de vie sont pas les mêmes, la rudesse des rapports humains est pas la même. Donc ils ont eu le triple effet qui se coule. Et vous, comment vous mesurez tout ça, enfant ? Enfant, ça a été assez dur, je vais pas vous mentir. Alors en fait, ce qui était assez bizarre, c'était que quand on est arrivé en France, nos parents nous avaient vendu ça comme un Eldorado. Et surtout moi, étant l'aîné, ils m'avaient vendu ça comme un Eldorado en disant « tu vas voir, c'est bien ». Parce que moi, évidemment, j'étais pas content de quitter Brazzaville, de quitter les copains, l'écosystème, etc. Donc ils m'avaient vendu ça un peu comme un Eldorado en disant « tu vas voir, en France, ça va être beaucoup mieux qu'en Afrique ». Et donc première déception, ça a été de voir que non seulement c'était pas mieux, mais que c'était même quasiment, c'était presque l'enfer, quoi. Parce que moi, à mon niveau, j'ai très vite senti la différence que je représentais de par ma couleur de peau, de par mon accent et de par ma manière de voir les choses qui n'avait rien à voir avec mes camarades de promotion, mes camarades de classe. Donc j'ai très vite senti, on m'a très vite fait ressentir. Donc vous avez senti le racisme ? D'une certaine mesure, oui. J'ai senti la différence. J'ai senti la problématique d'égalité des chances, qui n'existe pas, qui n'existait pas à l'époque. Et j'ai surtout senti, et mes parents me l'ont ensuite, entre guillemets, inculqué, réinculqué, que je devais produire 2 à 3 fois plus d'efforts pour arriver au même niveau que les autres. Donc vous êtes scolarisé où ? Je suis scolarisé donc à Villefontaine, à l'école primaire. Donc j'arrive, je suis en CP. Je suis le seul noir de l'école. Mes petits copains qui ont mon âge ne me parlent pas dans la cour. Et donc je passe quelques mois. On est arrivé en juillet 82. Donc j'ai été scolarisé en septembre. Et donc ouais, je passe quelques mois un peu compliqués à essayer de me faire des amis, à essayer de m'intégrer. Je comprends très vite que ma couleur de peau a une différence. Et je comprends très vite que c'est pas cool, que j'évolue dans un milieu assez hostile. Et donc la première personne à me parler est un petit blond, donc quelque part mon opposé physique, blanc aux yeux marrons, s'appelle Benjamin, qui est resté un ami d'enfance. Et donc Benjamin est la première personne à me parler dans la cour d'école après quelques mois de solitude. Je dis quelques mois, mais j'ai plus trop souvenir, donc peut-être que c'était quelques semaines, mais en tout cas, à mon échelle, ça m'a paru long, voire très long. Ouais. Et sur le plan scolaire, comment ça se passe ? Sur le plan scolaire, ça se passe plutôt bien, parce que mes parents étant dans l'enseignement, on était très encadrés à la maison, donc au niveau des devoirs, etc. Donc je suis rapidement un bon élève, bien intégré. J'ai beaucoup, entre guillemets, travaillé pour prendre l'accent, l'accent français, ça n'existe pas, mais pour gommer la prononciation, qui était une prononciation plutôt à l'africaine, hein, même si ce mot n'est pas très... J'aime pas trop ce mot, mais bon, voilà, vous voyez ce à quoi je fais référence. Donc, beaucoup travaillé pour être intégré, beaucoup travaillé, donc scolairement plutôt un bon élève. Et puis c'est amusant que vous parliez du scolaire parce que mes parents m'ont très vite inculqué qu'en tant que aîné de la fratrie, qu'en tant que locomotive,
la voie scolaire était, pour moi, je n'avais pas droit à l'échec. Pourquoi? Parce qu'étant la locomotive, je devais absolument réussir. Je devais absolument ouvrir la voie à mes frères. Je devais absolument guider mes frères. Et ma mère me répétait toujours, si la locomotive déraille, c'est le train entier qui déraille. Et moi, j'avais un train avec 4 wagons derrière moi. Et donc, je ne voulais pas prendre la responsabilité que ce train déraille. Et donc, c'est pour ça que j'avais inconsciemment une espèce de pression morale pour réussir. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas d'autre choix que d'être un bon élève. Quand est-ce que vous estimez accéder au premier étage? Je dirais premier étage, comme disaient mes parents, avoir des copains blancs. Avoir des copains blancs, pour eux, c'était un marqueur de réussite sociale. Non seulement un marqueur de réussite sociale, mais aussi un marqueur d'intégration. Les communautés africaines, quand elles arrivaient en France, avaient l'habitude de traîner entre elles. Et d'ailleurs, ça a été un peu le premier réflexe de mes parents, c'était d'aller non seulement dans une ville, mais aussi dans un immeuble, parce qu'on habitait dans le même immeuble que leurs amis congolais qui étaient arrivés en France un peu avant nous. Et donc moi, effectivement, il se trouve que j'avais que des copains blancs. Mais là où je considère ça comme une réussite, c'est que c'est des copains que j'ai gardés encore aujourd'hui, 40 ans après. Et c'est des copains où j'avais l'impression, mes parents aussi avaient l'impression qu'on était bien intégrés. Donc ça, je dirais, c'est le premier marqueur. Le deuxième marqueur, je dirais, c'est d'arriver à être perçu comme un bon élève et d'arriver à faire en sorte que mes petits frères soient aussi des très bons élèves. Et là, c'était plutôt, entre guillemets, c'était plutôt mission accomplie parce que mes frères cadets ont été des bons élèves et même des meilleurs élèves que moi. Donc ça, je dirais, c'était le deuxième, en fait, marqueur. Et puis le troisième, c'est en fait le côté professionnel, le monde professionnel. D'accord, mais avant cela, il y a les études supérieures. Oui. Parce que donc, on est resté au CP, là. Oui. Donc primaire, collège, donc toujours à Villefontaine. Ensuite, j'ai fait une classe prépa à Lyon. Et comment vous avez l'idée, Sylvain, de faire une classe prépa? Mais c'est plutôt des profs qui s'adressaient au groupe des bons élèves pour leur dire faites classe prépa. Non, c'est surtout ma mère, on va pas se mentir, qui a été déterminante parce que de par son job au centre d'orientation, elle a pu récolter des infos sur la classe prépa. Et je me souviens même que notre premier réflexe quand elle est arrivée à la maison avec cette info, premier réflexe avec mon père, les frères et tout, c'était de dire entre guillemets c'est pas pour nous. Et donc, ma mère a eu beaucoup d'ambition pour ses garçons. Et donc, quand elle est arrivée en disant vous allez faire classe prépa, ou toi l'aîné, tu vas faire classe prépa, premier réflexe a été de dire, mais même un peu inconsciemment, c'est pas pour nous. Et puis après, au final... c'est pas pour nous à cause des raisons financières? Ouais, exactement. Mais pas que. À cause des raisons financières, à cause du corpus un peu social dans lequel on était, parce que pour rappel, on vivait dans une banlieue lyonnaise, dans un quartier qui était assez craignos à l'époque. Et puis en face de notre pavillon, il y avait des parkings et il y avait régulièrement des voitures qui brûlaient sur le parking. Voilà. Et alors là, comment vous échappez aux mauvaises fréquentations? Très bonne question. Là-dessus, mes parents ont joué un rôle clé. Notamment ma mère. Là où des copains qui sont devenus malheureusement des délinquants traînaient le soir jusqu'à 20h, 21h, 22h, nous on devait être rentrés pour 19h. À l'époque on était très sportifs, on l'est toujours d'ailleurs, donc on jouait beaucoup au basket, au foot puis au basket. Mais il y en avait parmi nos copains qui restaient jouer au basket jusqu'à 20, 21h, 22h et nous à 19h ou 18h30 on devait être rentrés. Rentrer pour faire les devoirs et puis évidemment pour se coucher tôt, faire la lecture et se coucher tôt. On traînait pas dans les rues, on faisait nos devoirs, on rentrait à l'heure, etc. À la base, c'est surtout ça. Quand je vois des copains qui ont mal tourné, c'était pas des gens qui étaient moins intelligents que nous.
C'était des gens qui étaient moins Tenus, moins cadrés. Donc vous entrez en prépa école de commerce. Comment vous faites pour tenir la pression, le rythme intensif d'une prépa? Ce qui m'a aidé à tenir, c'est deux choses. La première, c'est des rencontres avec des gens qui sont devenus des amis, que j'ai encore aujourd'hui, notamment quelqu'un qui s'appelle Alex, qui se reconnaîtra, qui est la première personne que j'ai rencontrée en prépa. Donc j'ai le cercle de copains que j'ai réussi à me créer, et deux, entre guillemets, la niaque, et la volonté de réussir que mes parents m'ont inculqué. Et trois, cette espèce de pression un peu implicite liée à mon rôle d'aîné de locomotive qui faisait qu'effectivement, je n'avais pas droit à l'erreur. Donc, la combinaison de ces trois facteurs ont fait que c'est ce qui m'a permis de tenir. Donc au bout de 2 ans, Ouais. vous montez plusieurs étages d'un coup en réussissant l'école de commerce de Strasbourg. Comment vous financez ces études? Ah, bonne question, cruciale. Parce que déjà, le fait de faire une école de commerce, c'est quelque chose qui stressait beaucoup mes parents. C'était quelque chose dont ils étaient fiers, mais qui les stressait beaucoup, parce qu'il fallait payer. C'est très cher. Très cher. À l'époque, ça paraît rien aujourd'hui, mais à l'époque, c'était 22 000 francs. Au départ, on n'avait pas l'information, donc mes parents ont essayé de faire un prêt, ils n'ont pas réussi à l'avoir, parce qu'ils n'avaient pas assez de revenus en lien avec les montants, avec les frais de scolarité. Faut savoir que j'ai été élève boursier. Moi, j'ai été élève boursier toute ma carrière, toute ma scolarité. Et donc, ça a été le grand drame quand mes parents se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas, que c'était pas possible de faire un prêt à leur niveau. Et en fait, on a eu l'info par l'école qui nous a dit, vous pouvez faire un prêt, le futur étudiant peut faire un prêt, parce que les banques, même si l'étudiant n'a pas de revenus et si ses parents n'ont pas de revenus non plus, la banque va capitaliser sur le job qu'il aura à la sortie de l'école et donc pourra prêter l'argent. Donc ça, on n'y a pas cru. Et en fait, en se rendant à la banque en tremblant, on s'est rendu compte que c'était effectivement la réalité. Parce que pour nous, c'était impensable qu'une banque puisse consentir un prêt à un étudiant quand bien même ses parents n'avaient pas l'argent et entre guillemets en pariant juste sur le fait qu'il allait trouver un bon job à la sortie. Donc j'ai pu avoir un prêt, mais par contre je devais rembourser ce prêt dès la sortie de l'école. Donc j'avais une pression à la sortie de l'école de non pas trouver un stage, parce que vous savez, il y a des stages tous les ans, et puis il y a le stage de 3e année qui débouche à la fin sur l'emploi, et donc qui est un stage de 6 mois en général avant de déboucher sur l'emploi, sur le premier emploi. Et moi du coup j'étais obligé de zapper ce stage de 6 mois et de le remplacer par un job. Donc la pression que j'avais, c'était de trouver tout de suite un job à la sortie de l'école qui me permettrait de rembourser. Je me souviens à l'époque, c'était je dirais pas de bêtises, c'était 400 € que je devais rembourser tous les mois. Je sais pas pourquoi je me souviens de ça. Tous les mois. Bah, si, c'est normal tous les mois. De se souvenir de ça. Et donc, je me disais qu'il fallait que je trouve un job où je gagne au moins 1500 € de manière à pouvoir rembourser mon prêt, payer mon loyer, et puis... Alors, comment se passe l'entrée dans la vie active? Est-ce que vous prenez le bon ascenseur? J'ai l'impression que je prends plutôt le bon ascenseur. Parce que très vite, je m'oriente vers les métiers de la finance. Déjà, à l'école, on devait choisir une spécialisation. Et moi, au départ, je voulais plutôt faire tout ce qui était marketing, communication, parce que je trouvais ça cool. Mais en fait, le groupe de copains que j'ai constitué, que ce soit à Lyon ou même au sein de l'école, très vite me disent non, il faut faire de la finance, surtout si tu as besoin de rembourser ton prêt dès la sortie de l'école, il faut faire de la finance parce que c'est des métiers extrêmement rémunérateurs. Et donc moi, je commence à me renseigner sur la finance et je me dis au final, c'est pas mal. En plus,
quand on vivait à l'époque en banlieue lyonnaise, à Villefontaine, on était bercés par les films comme Wall Street. Donc à l'époque, on était très basket, hein, donc on jouait au basket, on jouait, on essayait de jouer au foot américain, au baseball, donc on était des vrais petits Américains. Et qui dit culture américaine sportive dit aussi culture de l'argent, et qui dit culture de l'argent dit aussi culture des femmes. Et donc on avait un raccourci qui était complètement débile, mais à l'époque c'était nos drivers qui disaient en gros, si tu bosses près de l'argent, donc dans la finance, t'auras beaucoup d'argent, et en ayant beaucoup d'argent, t'auras une belle femme et t'auras une belle voiture, etc. Donc on était un peu drivé. Un peu dans les clichés, hein. Un peu dans les clichés, mais c'est ce qui nous a, au final, avec le recul, c'est ce qui nous a permis de tenir, parce qu'au final, il y avait que deux voies. Réglo ou pas réglo, on avait le même driver, c'était de s'en sortir. Pour s'en sortir, on avait vite compris qu'il fallait avoir de l'argent ou gagner de l'argent. Ensuite, une fois qu'on s'est dit ça, il y avait deux fois, soit gagner de l'argent légalement, soit le gagner illégalement. Donc, la plupart ont pris la voie illégale, parce que c'était la voie la plus facile. Illégale, mais qui était impressionnante à notre niveau, parce que très vite, on les voyait arriver avec des belles voitures, des belles montres, des belles nanas, etc. Et nous, à côté, on était un peu les galériens, à suivre la voie légale, dans l'optique, un jour, de gagner autant qu'eux, etc. Et donc, effectivement, tout ça fait que, à la deuxième année d'école, je me spécialise en finance, pour essayer de prendre la voie légale, de gagner de l'argent et justement viser l'ascenseur social. Bienvenue dans l'ascenseur. Et donc là, vous vous trompez pas d'ascenseur, c'est un emploi dans la finance. Ouais, un emploi dans la finance au Luxembourg, qui me permet de gravir quelques étages, là encore. Ouais, qui me permet de gravir quelques étages. Donc c'était, je travaillais je prenais un emploi dans le conseil. Et donc je me souviens, j'étais hyper fier d'avoir décroché ce job. En plus, c'était pas un stage, hein, c'était un job. Et en fait, ça va vous faire marrer, mais par rapport à ce que je disais avant avec les belles nanas, les belles voitures, c'est que quand on signait un contrat de junior, hein, donc on était analyste chez Andersen Consulting, donc on avait une Golf de fonction. Donc je décroche un job à 2005, j'ai la Golf de fonction, et puis première mission, on m'envoie à Chicago. Et donc, effectivement, revenir à Villefontaine avec la Golf, la formation à Chicago et puis le job à 2005. Ah oui, c'est le roi du pétrole. C'est le king. Donc ça fait partie de mes super souvenirs parce que ça fait écho à tout ce qu'on se disait avant, les petits rêves de gosse qu'on avait quand on jouait au basket, on se disait ouais non mais moi je serais plus riche que toi, mais moi je verrais ça. Donc tout ça, ça faisait écho à ça, mais au final c'était un peu ce qui nous a permis de tenir. Est-ce que vous avez rencontré dans votre vie professionnelle des pannes d'ascenseur? Ouais, plein. La première c'est justement ce job chez Andersen. Où en fait au bout de 2 ans, je me fais licencier parce que à l'époque il y avait le scandale à Enron. Et donc de près ou de loin, voilà, il y a eu des charrettes et donc effectivement, donc moi je fais partie d'une des charrettes de l'époque et donc la gros drame. Donc je rends la Golf, je rends tout. Et ça, c'était dur. Tout s'effondrait, quoi. Le château de cartes s'effondrait. Donc, j'étais au Luxembourg, donc je suis revenu à Paris. Et j'ai mis 2 ans et demi, à trouver un nouveau boulot. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Et entre-temps, j'ai travaillé dans une start-up. Et moi, j'étais le directeur financier de la start-up et je m'occupais de la levée de fonds. Donc ça, c'était dans les années, on était en 2002-2003.
Il y avait la façade où en gros je bossais dans une start-up, c'était cool et ça me permettait de donner le change dans les soirées avec les copains, dans les dîners mondains, etc. Mais dans les faits, c'était l'horreur parce que je gagnais pas d'argent, donc j'étais au chômage. Là, c'est dur. Et en plus, il y avait tout le corpus aussi, locomotive, frère aîné, locomotive, qui était encore plus lourd et encore plus dur à porter. Et qui me mettait énormément de pression pour retrouver un nouveau job. Mais pas seulement un nouveau job, un nouveau bon job. Alors comment l'ascenseur redémarre-t-il ? Comment l'ascenseur redémarre? Comme souvent, par une rencontre. Parce qu'effectivement, dans le volet levée de fonds, dans mes activités de levée de fonds pour la start-up, je me suis intéressé à tout ce qui était fonds d'investissement. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et donc, j'ai regardé dans mon écosystème quels étaient mes contacts ou contacts qui travaillaient là-dedans. Et en fait, il y avait il y avait un ami qui s'appelait Ludovic, qui m'a dit un jour, tiens, il y a François qui travaille dans un fonds et qui recherche quelqu'un en CDD pour l'aider. Et donc, en fait, j'ai préparé mon plus beau CV, ma plus belle lettre de motivation que j'ai fait passer par l'intermédiaire de Ludo. Et donc, quelques semaines après, François m'a appelé pour me dire, écoute, est-ce que vous seriez prêt pour un entretien? Et donc, j'ai passé l'entretien dans ce fonds. Et c'était pour un CDD de 3 mois. Et là, j'ai été pris et pour moi, c'était impossible que ça s'arrête au bout des 3 mois. Donc, c'était une espèce de conditionnement mental, physique. À l'époque, je me souviens, c'était à l'époque où je commençais à me mettre au footing. Et à la boxe. Donc c'était un conditionnement mental, physique, psychologique pour réussir. C'était presque une préparation d'athlète de haut niveau qui a pour objectif de décrocher la médaille d'or au JO, quoi. Alors souvent, quand même, quand on change de milieu social, ce qui vous est arrivé dans un sens puis dans un autre, hein, on ressent des épisodes d'ascenseur émotionnel. Ouais. Ça a été votre cas? C'est des choses que j'ai inconsciemment ou consciemment, je sais pas, un peu effacées de ma mémoire. Parce que c'était dur. Hein. Dans les familles africaines, sans entrer encore une fois dans les clichés, on parle moins. Moi, la culture de la parole, de l'échange, de la confession, moi, je l'ai connue par des copains, parce que c'était le cas dans leur famille. Mais moi, entre guillemets, je savais même pas que ça existait, ça. Nous, c'était assez, il y avait de l'amour, hein, mais c'était assez froid, assez fermé, et donc c'est pour ça qu'on avait plutôt tendance à garder pour nous toutes nos émotions. Surtout nos émotions, nos contrariétés, on avait plutôt tendance à les garder pour nous et donc à quelque part à les enfouir le plus possible au fond de nous. Et donc, si vous me demandez aujourd'hui de les ressortir, ça va être compliqué. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que, en général, quand on prend l'ascenseur social, on s'éloigne un petit peu de sa famille d'origine, de son milieu d'origine. Ouais. Est-ce que c'est votre cas? Alors déjà, une première chose, j'ai eu la chance d'être entouré de copains, d'amis qui ont réussi et qui sont restés les pieds sur terre, très modestes. Et ça, je sais que ça m'a beaucoup inspiré. Moi, j'avais potentiellement une tendance à justement le fait de développer un côté revanchard. Parce que j'avais le sentiment que la vie m'avait pas épargné. Et donc, j'avais plutôt le réflexe de, entre guillemets, faire en sorte de montrer ma réussite et de prendre ce côté un peu revanchard. Et tout ça faisait écho au fait que
Quand je suis arrivé à 6-7 ans, j'étais, entre guillemets, où j'ai eu le sentiment d'être exclu. Et donc, pour moi, la revanche sociale, c'était le fait d'être intégré, de faire partie des Happy Few, et donc il fallait que je montre. Très vite, mes copains, mon cercle d'amis proches, qui avaient plutôt réussi, m'ont montré qu'on pouvait réussir et rester humble. Et ça, je les en remercie parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup guidé, beaucoup, entre guillemets, drivé dans ma vie, même encore aujourd'hui. J'ai jamais oublié d'où je venais. Et peut-être que le fait d'avoir connu cette galère après le Luxembourg, c'est peut-être aussi quelque chose qui m'a permis de garder les pieds sur terre. Donc j'ai jamais oublié d'où je venais, j'ai jamais oublié, entre guillemets, les travers par lesquels j'étais passé. Et je dirais que c'est la deuxième chose qui m'a permis de rester attaché à ma famille et à mes proches. Quelle relation vous avez avec vos parents aujourd'hui ? Plutôt bonne. Plutôt bonne, voire très bonne. Je leur dois tout. Hein. Je leur dois tout. Ce sont des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont guidé, qui m'ont souvent mis la pression, de manière consciente ou inconsciente. Et ouais, sans eux, je serais pas là. Et en fait, ils m'ont donné, encore une fois, consciemment ou inconsciemment, ils m'ont donné cette niaque qui m'a permis, entre guillemets, d'avoir le parcours que j'ai aujourd'hui. Pour moi, là, il n'y a pas de meilleure motivation que le regard que vos parents ou que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Enfin, vos parents, vos proches peuvent porter en vous. Et si vous arrivez à capter, entre guillemets, cet espoir dans leurs yeux, dans leur comportement, dans leur façon d'agir, pour moi, pour reboucler avec votre question sur les parents, pour moi, c'est l'un des meilleurs drivers de motivation, ou facteurs de motivation qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que le fait de ne pas décevoir, ou de tout faire pour ne pas décevoir, en tout cas moi, ça a été mon facteur de motivation numéro 1. Pas décevoir mes parents, pas décevoir mes petits frères parce que j'étais la locomotive, et surtout ne pas me décevoir parce que, comme tout le monde, j'ai un peu d'ego. Et donc le fait de ne pas décevoir, pour moi, c'est un gros facteur de motivation. Moi, j'ai le bonheur d'acheter le pavillon dans lequel on a grandi, dans lequel mes parents vivent toujours. Et donc, en fait, je l'ai acheté. Maintenant, c'est à la famille, quoi. Donc, ça a été une manière de leur rendre un peu l'appareil. Et ce qui est très drôle, c'est que au moment d'acheter, j'ai demandé à mes parents s'ils voulaient pas que j'achète une autre maison. Et en fait, ils ont pas voulu. Ils ont voulu rester. Ils ont voulu rester à Villefontaine, dans leur pavillon, dans notre pavillon à Villefontaine. Et donc j'ai acheté ce pavillon. Donc c'est drôle. Alors Sylvain, vous êtes en couple aujourd'hui, mais vous n'avez pas d'enfant. C'est un choix ? C'est un choix, oui. Le fait d'avoir eu, entre guillemets, à porter, dans le sens large, mes parents et ma fratrie, c'est vrai que c'est quelque chose qui, peut-être inconsciemment, m'a pesé, et qui a joué dans ma décision aujourd'hui de ne pas avoir d'enfant. Bienvenue dans l'ascenseur. Sylvain, que faudrait-il changer pour améliorer l'ascenseur social en France ? Déjà, première chose, je pense qu'il faudrait le montrer. Et c'est pour ça que j'adhère à votre démarche, hein, j'adhère à ce que vous faites aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi avant d'accepter cet entretien, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis très peu dans les médias, je suis assez discret. Pour, entre guillemets, réparer l'ascenseur social, il faut montrer ce qui marche. Aujourd'hui, quand on parle beaucoup, notamment quand on fait un projecteur sur les populations d'origine étrangère, on a trop tendance à montrer ce qui ne va pas. On a tendance à parler des fichiers S, on a tendance à parler des gens qui sont en prison, on a tendance à parler des gens qui font du trafic de drogue.
Mais on parle pas de Farid qui travaille à la Société Générale et qui est gérant à la Société Générale et qui gagne 250 à 300 000 euros par an. Et des Farid, il y en a plein. Il y en a plein. On parle pas de Fatima qui travaille comme contrôleuse de gestion dans une société industrielle à Dijon et qui gagne très bien sa vie et très bien intégrée dans l'écosystème. On parle pas de Mouloud qui est cadre infirmier à la Pitié-Salpêtrière, qui est très bien intégré dans son écosystème, marié à une Française et qui fait du bénévolat le week-end. On parle pas de tous ces cas-là. Et on parle encore moins d'un Sylvain qui est associé d'un fonds d'investissement, d'un des plus gros fonds français et européens, et qui donne des cours à la fac de Nanterre pour inciter les étudiants de Nanterre à travailler dans la finance. Donc, je pense que la première, entre guillemets, réponse à votre question, c'est le montrer. Je pense que le montrer, c'est important. 2, je pense qu'il faut constituer, ou peut-être reconstituer le récit. Le storytelling, comme disent les Anglais. Le récit de l'ascenseur social. Aujourd'hui, il n'y a pas de récit de l'ascenseur social. Moi, ce que j'adore aux US, il y a plein de choses que j'aime pas, mais ce que j'adore, c'est qu'il y a un storytelling de la réussite. Et je pense qu'il est temps de travailler sur un storytelling de la réussite en France. J'ai encore une question. Ouais. Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui veulent prendre l'ascenseur ? Alors, j'ai pas envie de tomber dans les conseils un peu bateaux, un peu clichés, mais le premier conseil que je donnerais, c'est oser. Comme je l'ai évoqué brièvement, je donne des cours à la fac, des cours de finance à la fac de Nanterre. Je donne aussi des cours en école de commerce. Et en fait, ce que j'aime bien à l'amphi de la fac de Nanterre, c'est que sur 100 personnes, il y a 2% de blancs, de caucasiens, une dizaine de pourcents d'Indiens, 40% de noirs et, entre guillemets, quasi le reste, c'est plutôt population maghrébine. Et donc, vous l'aurez compris, là, il y a une large proportion de population originaire d'Afrique du Nord et subsaharienne dans ces amphis. Et en fait, ce qui me choque le plus, ce qui me frappe le plus, pas choc, ce qui me frappe le plus, c'est l'autocensure. En fait, ce sont des populations qui n'osent pas postuler à des jobs élitistes, voire super élitistes. Pourquoi ? Parce que on leur a mis dans la tête, le « on » collectif, on leur a mis dans la tête que c'était pas pour eux, que c'était pas fait pour eux, qu'ils n'y arriveraient pas, qu'ils n'avaient pas les bons réseaux pour, qu'ils n'avaient pas les codes pour y entrer, et qu'ils n'étaient pas compatibles avec cet écosystème. C'est pour ça que le premier conseil que j'aurais tendance à donner, c'est oser. Accrochez-vous. Et surtout, le dernier conseil, c'est travailler votre réseau. Ça paraît un peu déconnecté des 2 autres conseils, mais ça a son importance. Pourquoi ? Parce que l'une des choses dont je me suis rendu compte en évoluant dans ces milieux élitistes, c'est la force du réseau. Le réseau, ça veut pas dire les passe-droits. Ça veut pas dire je passe un coup de fil, prends mon fils en stage et va. C'est pas ça le réseau. Le réseau, c'est entre guillemets la capacité à repérer des gens avec lesquels qui vont en fait s'entraider. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, qu'on n'apprend même pas du tout à l'école, qu'on n'apprend pas forcément dans nos cercles familiaux, mais qui est extrêmement développé dans la upper class. Extrêmement développé. Et l'une des choses que j'ai appris en côtoyant cette upper class, c'est que pour eux, le réseau, c'est inné. C'est inné et c'est, entre guillemets, c'est pas quelque chose qui est vu négativement, alors que nous, on le perçoit négativement. C'est pas quelque chose qui est vu comme demander une faveur, parce qu'il y a des retours d'ascenseur qui sont faits. Mais c'est quelque chose qui est vu comme étant essentiel à la réussite professionnelle et sociale. Les gens qui me connaissent, l'une des premières choses qu'ils vont dire sur moi, c'est Sylvain a beaucoup de réseaux. Et Sylvain connaît beaucoup de monde.
Et en fait, j'en fais une fierté parce que c'est quelque chose que j'ai compris très tôt. Et c'est quelque chose qui m'a aidé, mais vraiment aidé, à être où je suis aujourd'hui. Et en fait, j'ai pu, grâce à des rencontres, être appelé par l'écosystème, d'où c'est pour ça aussi que je vous parlais de réseau, par l'écosystème, par mon réseau, des gens de mon réseau, qui m'ont permis d'aller dans d'autres fonds et à chaque fois d'évoluer. Donc vous avez changé souvent. Exactement. Et donc j'ai changé. Vous avez pris le risque. Exactement. J'ai pris le risque de changer, mais le fait c'est qu'à chaque fois, ça m'a permis d'évoluer. Et je reboucle avec le premier conseil que vous m'avez demandé, c'est oser aussi. Parce qu'encore une fois, j'ai osé faire savoir que je pouvais postuler à des positions qui étaient plus élevées que celles que j'avais aujourd'hui. Donc c'est une très bonne transition vers ma dernière question qui est que, Sylvain, je ne vous imagine pas vous arrêter là dans l'ascenseur. Vous pensez déjà aux étages du dessus? Je dirais pas comme Sarko que j'y pense tous les jours en me rasant. Mais... C'est drôle. Mais évidemment que j'y pense. Je pense que l'un des gros drivers de la réussite, faut que j'arrête avec les mots anglais, l'un des drivers ou facteurs de réussite, et c'est en lien avec le fait d'oser aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est la planification. La réussite n'est pas le fait du hasard. Vous savez, quand il y a des gens qui réussissent, on leur dit « mais comment vous avez fait ?» Ils disent modestement « oh, c'est la chance ». Et en fait, la chance, oui, mais c'est la chance plus l'anticipation. C'est-à-dire la chance, faut la provoquer. C'est comme pour tout. Et moi, j'adore une phrase de Napoléon qui disait, au moment de recruter ses généraux, Napoléon disait je ne cherche pas des généraux compétents, je cherche des généraux chanceux. Et pourquoi il disait ça? C'est parce qu'en fait, la chance, on l'attire, on la provoque. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Et donc, pour reboucler, pour répondre à la question, oui, je pense effectivement à l'étape d'après, parce que c'est quelque chose qui se prépare. Mais vous connaissez la maxime, hein, si vous visez Mars et que vous atterrissez à la Lune, c'est déjà pas si mal. Bah, ce sera une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Sylvain Macaya, pour ce voyage dans votre ascenseur. Merci à vous. Bienvenue dans l'ascenseur. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Mélim pour Actuali. Montage, Elisa Azogui-Burlac. Mixage et musique, Kevin O'Leary. Ce podcast est soutenu par L'Oréal University Leadership and Culture, qui forme au leadership inclusif, innovant et responsable. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.